Et pour une fois, c'est ma femme qui me défait mon sac. Ça n'arrivait jamais. Et cette fois-là, elle voit ce t-shirt bleu, elle le met à la poubelle. Pendant quelques temps, on n'a pas regagné un match. Fabien Pelouse, comme à confesse. Alors non, je crois qu'on est un sport un peu différent. Et je crois qu'on est surtout le sport qui véhicule le plus ces notions d'équipe. Parce qu'on a cette spécificité d'accepter tout le monde. Et moi, je prends souvent l'exemple du petit gros. Le petit gros, il est valorisé dans aucun sport. Et bien, dans le nôtre, il l'est. Il l'est pas parce qu'on est philanthrope et qu'on veut accepter tout le monde, c'est une réalité, mais parce qu'on en a besoin surtout. Parce qu'il y a des postes spécifiques dans notre jeu qui imposent d'avoir des gabarits un peu différents. Et donc des petits gros, des grands maigres, des petits malins. Enfin, on a besoin de tout le monde. Donc c'est pour ça que ça fait de notre sport un sport un peu différent. Et effectivement, par extension, je crois que c'est une belle métaphore, notre sport, de ce qu'est la société, la vie en général. C'est qu'on peut être confronté à des personnes très différentes et malgré tout vivre bien ensemble. En fait, celui qui m'a le plus surpris dans ma carrière internationale, c'est Brian O'Driscoll. Parce que j'ai vécu sa première sélection. Et il nous a marqué 3 essais. Et c'était peut-être pas sa première, mais c'était une de ses premières. Personne ne le connaissait. Et il nous a traversé, il nous a fait de tout. En fait, c'était pour un tournoi. Et en fait, il m'a marqué parce que c'est un joueur qui a entraîné derrière lui toute une nation. Et ça, c'est quand même assez rare, quand même, en faisant un petit peu le bilan d'après-carrière, quoi. Tu te dis, c'est un joueur, avant lui, l'équipe d'Irlande, c'était une équipe finalement assez banale, assez quelconque, combattait assez souvent. Et c'est lui et sa génération, les O'Gara, O'Connell, O'Driscoll, voilà, et lui particulièrement, qui a entraîné tout le monde derrière sa capacité hors norme. Et voilà, c'est un joueur qui restera dans la légende comme certainement un des joueurs les plus doués du rugby irlandais évidemment, mais du rugby mondial, parce que je crois qu'il aurait pu jouer dans n'importe quelle équipe, avec cette capacité à éliminer individuellement, à être bon collectivement, à faire des bons choix, et à mener derrière lui son groupe et finalement toute sa nation. Avant, c'était pas pareil, hein. Dans le rugby amateur, un des objectifs d'une équipe, c'était quand même de tester les hormones de l'équipe adverse. Et pour tester les hormones de l'équipe adverse, souvent on avait une période, souvent les 10 premières minutes, où tu testais, quoi. Tu voyais s'il y avait du répondant ou pas. Parce que malgré tout, c'est quand même, le rugby, c'est quand même qu'un jeu de gagne-terrain. Donc prendre l'accent ou prendre l'avantage sur l'équipe adverse, notamment physiquement, c'est un gros avantage. Donc il fallait tester physiquement l'adversaire, et des fois par des moyens qui dépassaient la limite autorisée en fait. Non. J'ai pas eu peur pour mon intégrité physique. J'ai eu peur de mal faire, j'ai eu peur de faire perdre mon équipe, j'ai eu peur de faire la navant qui te permet pas de gagner, ou de pas amener en tant que capitaine, de pas être garant de l'état d'esprit à un moment. Mais peur pour mon intégrité physique, non, jamais. Parce que quand tu commences à avoir peur sur un terrain, déjà pour avoir de la performance c'est compliqué, et puis si t'as pas de performance, finalement dans le rugby professionnel t'as rien à y faire. Donc il vaut mieux pas avoir peur. Et si ce sentiment-là arrive, généralement ça dure pas très longtemps pour toi, quoi. Donc non, franchement j'ai pas ressenti la peur vraiment.
Ah, de celui qui s'engage, oui. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas de 3/4 avec des choux, ou c'est très rare. C'est un hasard souvent. C'est une mauvaise rencontre. Non, ça tient aussi de la qualité des oreilles. Quand on a les oreilles souples ou les cartilages un peu plus... génétiquement un peu plus dur, un peu plus épais, et ça fait qu'ils cassent. Et puis c'est les postes aussi. C'est vrai qu'on a quand même eu quelques spécimens. Je crois que je suis déjà pas mal sur ce registre-là, mais on a eu quelques spécimens quand même extrêmement valorisants pour la culture du chou dans le sud-ouest. C'est la passe parce qu'il y a beaucoup de choses dans la passe. Il y a cette notion d'offrande quand elle est bien faite. C'est aussi un bon résumé des relations interpersonnelles qu'il peut y avoir dans une communauté. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose qui met en valeur, comme ça peut être quelque chose qui peut être délétère pour la personne qui reçoit. Le choix de faire la passe ou de ne pas faire la passe, ça en dit aussi de temps en temps sur les relations qu'il peut y avoir dans une équipe. Et c'est pour ça que c'est un geste qui est très symbolique quand même du rugby. On peut mettre son partenaire en danger si on fait la passe dans le mauvais timing ou si on fait une mauvaise passe. Ouais, parce que c'est représentatif de l'engagement physique en fait. Moi je vous disais que j'ai aimé ce sport pour ça, pour le défi physique et pour l'engagement physique. Donc moi, pour moi, mettre une belle cartouche ou un beau caramel ou un tume, c'est ça en fait. C'est imposer physiquement à l'adversaire en fait, le faire reculer. C'est un jeu de gagne-terrain, je vous le disais, donc comme c'est un jeu de gagne-terrain, gagner individuellement 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres sur le plaquage, c'est extrêmement fort et c'est extrêmement valorisant parce que le message c'est individuellement, tu viens me défier, t'as perdu. T'as perdu ton défi parce que je t'ai fait reculer. Voilà, c'est ça, et c'est ce que représente en fait un caramel. Et en plus, si tu récupères la balle, alors là, c'est la cerise sur le gâteau ou c'est la crème sur le caramel. On n'est pas content parce qu'on a perdu justement le défi et que souvent on est bien frustré à la fois pour soi parce que en fait sur un terrain de rugby il faut montrer qu'on est fort quand même hein, et que la force est quand même valorisée dans ce milieu-là et que là on a perdu sur justement la force pure quoi. C'est 1 contre 1 souvent et 1 contre 1 et puis tu recules ou tu avances. C'est aussi basique que ça. J'aimais pas jouer contre les équipes qui te donnent rien. C'est-à-dire qui jouent en rugby statistique, tu sais. Le Stade Français jouait pas contre nous. Ils montaient des chandelles et ils te mettaient la pression. Donc il y avait pas de miettes, t'avais pas de miettes sur lesquelles te servir. Et nous, moi je suis d'une génération où on se nourrissait un peu de ça quand même. Que ce soit avec le Stade Toulousain ou même avec l'équipe de France, on était des joueurs plutôt instinctifs. On avait des joueurs plutôt instinctifs. Je peux pas dire que j'étais très instinctif, mais on avait des joueurs très instinctifs et on était quand même conditionnés à ça, à jouer les contre-attaques, à jouer les relances de jeu, de façon à surprendre l'adversaire. Et contre des équipes qui te donnent rien, c'est toujours difficile de se nourrir de ça. Il y a certains matchs actuellement qui ressemblent aussi à ça, avec du rugby statistique, mais on est sur des modes finalement dans le rugby. Depuis quelques années, on était sur des modes justement de rugby statistique. On est en train de transformer ça un peu en un rugby un peu plus instinctif et qui est basé sur justement les miettes de temps en temps. On n'est pas obligé de tenir le ballon en permanence pour être efficace. On peut être aussi efficace avec finalement moins de possession et peut-être un peu plus d'inspiration. Oh
ben, moi, je suis très content d'avoir joué à mon poste. Déjà parce que j'avais les qualités physiques pour le faire. Et qu'en fait, il me laissait assez de liberté pour exprimer ce que j'avais à exprimer. C'est-à-dire ben une certaine agressivité, il faut le reconnaître quand même. Voilà, et ce poste-là et ce sport-là m'a permis de justement pouvoir libérer cette agressivité ben, de manière encadrée, dans les limites de la règle, la plupart du temps. Et je ne sais pas si je me serais épanoui autant en étant directeur de jeu au poste numéro 9 ou numéro 10, avoir la stratégie vraiment en main. En fait, je ne recherche pas ça dans le rugby, en fait. C'est pas ce qui me plaît. Moi, ce qui m'a plu, c'est le rapport physique, en fait, dans ce sport. Et ça tombait bien parce que mon poste me permettait de l'exercer. Donc, on peut aimer le rugby pour différentes raisons. Et certainement que le poste que l'on joue, il découle de la façon d'aimer ce sport. Moi, il me convenait très bien, mon poste en tout cas. Non, c'est pas dur de respecter un arbitre parce que c'est une posture en fait. Et c'est une posture qu'on nous apprend tout au long de notre formation. Et franchement, je trouve que c'est aussi une des notions que véhicule notre sport. C'est que ben, tu respectes l'autorité. C'est un sport qui a été inventé pour ça, pour respecter l'autorité d'une seule personne, l'arbitre, sur le terrain, même si les décisions sont injustes, même si on n'a pas vu la même chose, ben c'est comme ça. C'est comme ça. Non, jamais. Mais c'est dommage, certainement. C'est dommage, parce que j'aurais été un bon arbitre. Je ne sais pas si j'aurais été un bon arbitre, parce qu'il y a toute une question de placement et de gestion du match. Mais je crois que je connaissais assez bien les règles et je savais souvent pourquoi j'étais sifflé. Comme je mettais beaucoup d'engagement, des fois je passais la limite et je le savais quand je passais la limite. Mais le rugby amateur, c'était encore toléré, on va dire. Dans le rugby professionnel, enfin, dans le rugby de maintenant, c'est plus rédhibitoire pour les équipes. Je crois que ça chambre de plus en plus en fait. Ça chambre de plus en plus parce que c'est une façon de déstabiliser l'adversaire. Je trouve ça assez délétère pour l'esprit général du rugby. Quand on voit des adversaires venir taper sur les têtes quand un joueur a fait une faute, moi je crois que là pour le coup il faut que les arbitres sanctionnent parce qu'on sort de cette notion de respect des choses, quoi, et de cette notion que véhicule notre sport. Ben moi, j'ai été marqué profondément par Guy Novès, parce que je l'ai pratiqué pendant 12 ans, et que lors de mon dernier match, une demi-finale de championnat, il a fait son discours d'avant-match, et je savais exactement ce qu'il allait nous dire, sur quel point il allait appuyer, parce qu'au bout de 12 ans, on commence à comprendre les mécanismes. Quand est-ce qu'il allait nous le dire, sous quelle forme, etc. Et je suis ressorti de ce briefing, j'étais motivé comme si c'était la première fois que j'entendais un briefing d'avant-match. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a cette qualité de parler directement je sais pas, à l'inconscient des gens, des joueurs, et à les faire se transcender, ou en tout cas les amener vers l'objectif commun. Autant le savoir technique, je crois que c'est assez commun chez les entraîneurs, autant cette capacité à rentrer directement en contact avec l'inconscient des joueurs, ça c'est assez rare quand même. Donc, et en le faisant de manière très posée, sans gueuler, sans gesticuler en fait. Moi, je pense que j'ai cette capacité technique, parce que je connais le rugby, mais cette capacité à rentrer en contact avec l'inconscient des joueurs, je l'ai pas. Donc, et je suis beaucoup dans l'empathie aussi. Et je crois qu'à un moment, il faut pas être non plus que dans l'empathie. Tu as besoin d'être parfois cassant pour
pour mettre ton équipe, pour piquer ton équipe, etc. Et ça, moi, j'ai pas été formé à le faire, en fait. J'ai pas été formé à le faire parce que je me suis toujours placé en tant que capitaine. J'étais responsable des équipes, mais je me suis toujours placé du côté du joueur, en fait. Voilà, j'étais avant tout joueur, en relation avec mes joueurs, avec mon équipe. Et d'autres capitaines que j'ai connus c'était plus ambigu leur rôle, parce que c'était comme ça. Fabien Galtier, par exemple, des fois, il se plaçait du côté de l'entraîneur, clairement. Ça ne nous posait pas de problème, hein, mais clairement, c'était ça. Il était déjà entraîneur dans sa tête. Moi, je ne l'ai jamais été, en fait, par rapport à ça. Oui, clairement, oui. C'est mieux avec la troisième. Mais clairement, oui, parce que moi, j'ai beaucoup aimé être sur le terrain. Mais beaucoup. Vraiment. J'ai aimé jouer, et dès mon premier entraînement. Je suis rentré sur le terrain à mon premier entraînement, je m'en souviens très bien. C'était il y a longtemps, hein, maintenant. C'était il y a longtemps. Mais je venais du foot, j'étais pas si jeune que ça, hein, j'avais 13 ans. Et je dis, ouais, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Souvenir très précis de l'émotion, du sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là. Et je crois que si j'ai aimé être beaucoup sur le terrain, finalement, ben c'est pour revivre cette première émotion-là que m'a amené le rugby. Cette émotion de se dire, ben ouais, je suis juste à ma bonne place là. Parce que j'ai un corps certainement très démesuré pour jouer au foot, mais par contre au rugby, ça devient un atout. Et donc je me valorise en tant que corps démesuré, je me valorise en tant qu'état d'esprit parce que ben ouais, j'ai une agressivité à moi et que ce sport il me permet de l'exprimer. Et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup aimé être sur les terrains de rugby. Et j'ai choisi d'arrêter. Je le regrette pas parce que c'était le moment. Mais j'ai toujours envie d'être sur les terrains quand même. Enfin, c'est pas que j'ai envie d'être sur le terrain de rugby, c'est que je regrette le temps où j'y étais plus, quoi, où j'y étais, quoi. Alors, une troisième mi-temps qui m'a marqué, alors bizarrement, c'était après une demi-finale perdue, je sais plus en quelle année, où on était revenu à Toulouse et on avait fini dans un bar à Toulouse. On était tous là. C'était la fin de quelque chose. C'était la fin d'une génération. C'était la fin d'une aventure. Comme tous les ans, hein, tu me diras. Mais là, particulièrement. Et donc, on a fait durer. On a fait durer. Parce qu'on savait que c'était la dernière. Et que, voilà, on allait changer d'équipe, changer de groupe. Et que c'était la fin de quelque chose et qu'on avait envie on n'avait pas envie que ça s'arrête, donc elle a duré longtemps, et dans un certain état d'esprit, il faisait bon sur Toulouse cette nuit-là, on était dehors, tout le monde était sympa, un petit peu peiné pour nous, donc on était entouré de beaucoup d'attention, voilà. C'était une ambiance un peu particulière, voilà, et encore une fois qui reflétait beaucoup ce que l'on vit au rugby, c'est-à-dire ces phénomènes de groupe qui font que, ben, à un moment, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi. La défaite t'oblige à te remettre en question. La victoire, non. Et justement, perdurer dans la victoire, c'est difficile parce que ben, ça te demande, en fait, un effort permanent de remobilisation, en fait, qui est un peu à contre-courant, parce que ben, quand tu as gagné, justement, tu valides les choses. Et tu dis, ben ouais, c'est bien ce qu'on fait, donc on va continuer comme ça. Mais non, en fait, c'est pas continuer comme ça, c'est toujours aller chercher un petit peu plus. La différence entre une équipe qui gagne et une équipe qui perd, c'est quelques petits pourcents d'efficacité en plus, quelques petits pourcents de gestes réussis en plus. C'est rien, hein, c'est pas grand-chose. Et bien ces petits pourcents-là,
mais c'est ça qu'il faut aller chercher à chaque entraînement pour s'améliorer. Et ça demande une posture, ça demande un état d'esprit. Et c'est pas facile parce que ça demande des efforts, en fait. Ça demande beaucoup d'efforts. Pour juste quelques petits pourcents, en fait. Je l'ai été, et puis à un moment, je me suis dit, bah, franchement, c'est tellement débile. Hein. Je raconte souvent mon histoire du t-shirt qui gagne. J'avais un t-shirt qui gagne. C'était un t-shirt, alors Adidas pour pas citer la marque. C'était notre sponsor avec l'équipe de France. Et donc j'avais mon t-shirt et on jouait. Alors à l'époque, je mettais le t-shirt, le plastron et le maillot par-dessus. Et donc c'était en 97. On fait le Grand Chelem en 97. Et j'avais toujours ce maillot, voilà, par superstition. 98, si, il y a une tournée, il y a une tournée en France et j'oublie ce t-shirt à la maison, dans le placard. Et je l'oublie sur un match, et on perd le match. Alors autant te dire que le tournoi d'après, en 98, j'ai remis ce t-shirt dans mon sac, et c'était le truc à pas oublier, etc. Et cette année-là, je sais pas il y avait un match en Irlande, je crois que c'était, oui, en Irlande, et il pleuvait, et en fait, ils avaient mis de la peinture pour faire les logos sur la... Et ce t-shirt-là, en fait, il était tout bleu, il a fini tout bleu. Et donc je rentre à la maison, c'était le dernier match du tournoi, où on avait une coupure, je rentre à la maison, et pour une fois, c'est ma femme qui me défait mon sac. Ça n'arrivait jamais, et cette fois-là, et elle voit ce t-shirt bleu, elle le met à la poubelle. Pendant quelques temps, on n'a pas regagné un match. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que tu sortes de ça, parce que sinon, tu vas t'attacher à des choses qui ont finalement pas trop de sens, et que la chaussette gauche toujours en premier, ou se taper 3 fois sur la tête, ou à chaque pénalité adverse, se répéter un truc qui va jeter un sort sur le buteur adverse. À un moment, tu vas pas t'en sortir. Donc j'ai dit, allez, on arrête toutes ces conneries. Et il n'y a pas de t-shirt qui gagne, il n'y a que des joueurs de rugby qui peuvent changer leur destin. Et c'est pas les t-shirts ou les chaussettes qui vont faire ça à notre place. Je regrette d'avoir mis un coup de pied au cul un jour à un joueur dans la finale de Coupe d'Europe. C'est le seul match de ma vie où j'ai eu l'impression d'être seul responsable de la défaite de mon équipe. J'ai encore du mal à l'assumer. Je peux commencer à en parler maintenant, mais c'est toujours difficile parce que, en tant que capitaine que j'étais sur ce match-là, se sentir responsable de la défaite de son équipe, franchement, c'est pas facile à assumer. Alors, heureusement, il n'y en a eu qu'un comme ça. Donc, sur les, je sais pas, 400 ou 500 matchs que j'ai fait à haut niveau, finalement, je me dis que je m'en sors pas mal. Mais ça reste quand même une grosse frustration et certainement la plus grosse frustration de ma carrière. C'est marrant parce que je compare tout le temps ça à la finale de la Coupe d'Europe 2004. Ça, c'était en 2008. À la finale de la Coupe d'Europe 2004, avec Clément Poitronneau qui oublie d'aplatir dans l'embut. À la toute fin du match, dans les arrêts de jeu même. Et je me souviens qu'en tant que capitaine, j'avais un peu les boules quand même par rapport à ça. Et j'avais eu, à la conférence de presse, j'avais dit je préfère ne rien dire sur ça, de peur de le regretter demain. En fait, ça voulait tout dire sans l'avoir dit. Et finalement, bien m'en a pris parce que 4 ans après, c'est moi qui me retrouvais dans cette situation, en fait, d'avoir fait perdre mon équipe. Et je pense que les joueurs, ils m'en ont voulu un peu inconsciemment, comme j'avais pu en vouloir à Clément 4 ans avant. Mais par respect, comme on l'avait fait, je pense, pour Clément aussi, on n'avait rien dit et on savait que ça pouvait nous arriver. Et moi, ça m'est arrivé 4 ans après, finalement, dans les mêmes circonstances. Bon, il y en a plein qui m'ont marqué, parce que j'ai une longue carrière, j'en ai vu pas mal de joueurs.
Je crois que sur le rugby amateur, enfin quand le rugby était encore amateur, c'est-à-dire sur mon début de carrière, celui qui m'a le plus impressionné en fait en tant que partenaire et en tant qu'adversaire, c'est Philippe Carbonneau. Parce que je trouvais que c'était le joueur parfait en fait. Dans le sens où techniquement il était irréprochable, il avait une agressivité, notamment défensivement, qui faisait de lui un excellent défenseur. Et puis surtout, il avait cet instinct de rugbyman, c'est-à-dire l'instinct de savoir où aller jouer, de savoir comment jouer, de savoir s'il fallait jouer au pied, s'il fallait jouer à la main. Cette capacité à ressentir le rugby en fait. Et je crois que dans cette période de rugby amateur que j'ai connue, ça a été le joueur qui m'a quand même le plus marqué. Il y en a eu plein, hein, mais lui un peu particulièrement parce que par rapport à cet instinct de bon rugbyman, d'excellent rugbyman en fait. Dans le rugby professionnel, je crois que Yannick Josion a une place un peu particulière parce que on a beaucoup opposé dans le début du rugby professionnel, les capacités physiques aux capacités techniques. Et pas mal de joueurs ont été critiqués sur le fait que ce n'était que des bons physiques, en fait. Et Yannick Josion était un excellent physique. Un joueur massif, explosif. Mais j'ai jamais entendu personne dire que Yannick Josion jouait que sur son physique. Pourtant, il jouait sur son physique. Parce que tout simplement, c'était un très bon joueur de rugby. Et qu'en fait, il jouait au rugby comme un joueur avec un gabarit normal, alors qu'il avait un gabarit anormal quand même, centre de 2 mètres et 110 kilos, et même maintenant il n'y en a pas énormément. Et donc lui, je crois qu'il a fait la réunion en fait entre les capacités physiques hors normes d'un joueur et les capacités techniques hors normes d'un joueur. Et moi je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur en fait de rugbyman. Parce que pour moi, ça a été certainement un des plus grands joueurs des années 2000, 2010, peut-être même un peu après, mais ça a été certainement un des plus grands joueurs de cette époque-là, parce que justement, il est arrivé à faire l'alliance entre ces deux facteurs énormes qui sont apparus finalement dans le rugby professionnel. C'est une histoire de vie, tout simplement. Hein. Mes parents habitaient dans un petit village juste à la limite de l'Aude, de l'Ariège et de la Haute-Garonne, dans la Haute-Garonne. J'allais à l'école dans un village en Ariège, à Mazères sur l'Hers. Et dans ce village-là, il n'y avait que du football. Donc j'ai commencé au foot. Et mes parents, quand j'avais une dizaine d'années, ont acheté une maison dans le village d'à côté, Saverdun. Et à Saverdun, il n'y avait qu'un club de rugby. Et même sans y habiter, en fait, mon père a retapé la maison pour les vieux jours, ils y sont maintenant d'ailleurs, pour leurs vieux jours. Et donc, j'avais un moyen de locomotion pour aller dans le village d'à côté tous les samedis pour aller m'entraîner et aller au match. Et en fait, c'est le voisin de la maison que venaient d'acheter mes parents qui m'a vu. Bon, j'étais déjà un petit peu grand. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais toi au foot, viens plutôt au rugby. Et donc, j'ai signé, je suis allé au rugby. Et il m'a dit, en même temps, je t'inscrirai à la finale, parce que cette année-là, Saverdun était en finale de réserve de Fédéral 3. Et moi, je n'étais jamais sorti de mon village. Et me voilà parti au mois de juin, ou fin mai, ou début juin, dans un train, jusqu'en Dordogne pour voir la finale Saverdun-Gramat, je crois que c'était, ou Guéret, je ne sais plus. Et en fait, moi qui n'étais jamais sorti de mon village, je découvrais finalement le monde et je découvrais surtout un moment festif, une finale de championnat de France. Imaginez ça, mon premier contact avec le rugby. Et en plus, Saverdun gagne, le retour. La fête dans le train, j'ai dit, c'est ça le rugby? D'accord, je crois que je vais aimer ça. Et puis finalement, voilà, j'ai eu la chance d'aimer ça, que mon gabarit soit quand même une force dans mon sport, parce que au foot, c'était plutôt un handicap. Hein. J'avais la tête un peu loin des pieds et l'information mettait du temps à passer.
Alors que finalement, au rugby, ça devenait un vrai atout. Et je crois que c'est ce qui m'a fait aussi aimer le rugby et accepter ce corps un peu démesuré. Non, c'est pas compliqué, il y a des choses plus graves dans la vie quand même. Ça dépend comment on a fini. Si on a fini avec le... Moi, j'ai quand même fini avec le sentiment à la fois du devoir accompli, parce que ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire, je pense, sur le terrain, et à la fois avec ce sentiment d'avoir vécu des émotions pour 3 vies finalement. En termes d'intensité d'émotion, le coup de sifflet final d'un match qui a été difficile à gagner, bref, celui-là il me manque, oui. Celui-là il me manque parce que c'est une émotion forte et c'est une émotion que tu partages avec 14 autres mecs, quoi. Et par extension, 20 ou 25, enfin 25 avec le staff, etc. Donc oui, ces émotions-là, elles me manquent. Après le terrain, les plaquages, les passes, les touches, ça me manque pas trop parce que voilà, parce que j'en ai fait plein et que je me dis qu'à un moment, faire une de plus ou moins, c'est pas primordial. Les émotions, ouais, un peu.